Bonsoir à tous. Alors ce soir, un petit live sur le microbiote avec la vision de l'endobiogénie. Et pour m'accompagner, je serai avec Dr Reda Bounab, qui est chirurgien dentiste et qui est formateur du coup à l'Institut d'endobiogénie, qui a été du coup un de mes formateurs pendant cette formation, avec le docteur Jean-Christophe Charrier, avec qui j'avais fait le précédent live. Dans quelques instants. Bon. Est-ce que tu m'entends bien, Oui, ça Reda? y est, je suis arrivé. Oui, bah c'est super, j'y suis arrivé. Bravo! Reda n'est pas très coutumier des lives Instagram, donc c'est toujours une petite Non, logistique à appréhender. Donc Reda, j'ai fait la petite intro, donc on va parler de microbiote aujourd'hui. Est-ce que oui, tu peux te présenter, puisque vu que tu n'es pas sur Instagram, peu de gens te connaissent, je suppose. Donc dis-nous ce que tu fais et comment tu le fais. très bien. Ben écoute, je vais essayer d'être concis. Donc moi, bonsoir à toutes et tous. Je suis chirurgien dentiste libéral depuis une quinzaine d'années dans la région de Toulouse. Et en fait, je suis formateur à l'Institut d'endobiogénie depuis 3 ans maintenant, puisque j'ai validé la formation il y a quelques années. Et donc ce soir, j'avais envie de, merci Caroline d'ailleurs de me permettre de m'exprimer avec toi ici ce soir. J'avais envie de parler du microbiote parce que dans mon métier, bah, le microbiote buccal, bah, il est important. Mais j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur les liens qu'il y avait entre microbiote buccal, microbiote intestinal, la santé en général. Et donc c'est pour ça que je suis là ici ce soir. Parfait. Du coup, ce microbiote, donc le microbiote, on en parle de plus en plus, il est impliqué dans beaucoup de fonctions, donc pas seulement la digestion et le transit, mais aussi l'immunité avec le système GALT, l'humeur, le moral, enfin il y a de plus en plus de recherches sur ça, il y en a même qui le considèrent comme un organe à part entière. Je crois Mm. d'ailleurs que tu fais partie de ces gens qui considèrent que le microbiote, c'est en soi un organe à considérer en tant que tel. Oui, tout à fait. De toute façon, maintenant, enfin, j'allais dire, c'est des données acquises de la science, hein, que c'est un organe à part entière. Et donc, à ce titre, je trouve assez intéressant avec l'approche en endobiologie, dont peut-être on va reparler un petit peu pour ceux qui connaissent pas, que en tant qu'organe à part entière, il est régulé comme tous les autres organes par différentes fonctions de l'organisme et en particulier par le système neurovégétatif et le système hormonal. Donc, c'est intéressant de le considérer dans cette place-là. Et on voit que tout ce qui va en ce sens avec les données acquises de la science, eh ben, ça remet le microbiote au centre de ça, entre autres. Mais Ok, alors justement, le système nerveux neurovégétatif, donc il y a le orthosympathique et le parasympathique. Ça, pour les gens qui sont un peu du milieu de la santé, vous connaissez. Par contre, une des spécificités de l'endobiogénie, c'est que donc le parasympathique, il est tout seul, mais l'orthosympathique, il y a le alpha et il y a le bêta. ben, Est-ce que oui, en tu peux fait, nous développer? oui, je vais essayer de développer. Donc, effectivement, alors pour ceux qui connaissent pas le système neurovégétatif, ben, c'est un système nerveux autonome qui régule toutes les fonctions du corps. Et il y a donc, comme tu l'as très bien dit, le parasympathique qui est plutôt à s'occuper du repos, de la digestion, de l'assimilation. Hein, c'est vraiment le système qui est le prédominant, par exemple, pendant la nuit. Alors que de l'autre côté, il y a le système orthosympathique qui est plutôt, lui, le système de l'éveil, de l'activité, du mouvement. Et c'est vrai que dans l'approche endobiogénique, il y a une petite subtilité qui a été rajoutée par ceux qui ont réfléchi à comment ça fonctionnait, c'est que ce système orthosympathique, il a été scindé en deux parties. Ce qu'on appelle l'alpha sympathique, qui est plus sous l'action de la noradrénaline, pour ceux qui connaissent, et le bêta sympathique, qui lui est plus sous l'action de l'adrénaline. Et en fait, le fait de faire deux sous-systèmes comme ça, c'est tout simplement pour dire que d'un côté, il y a la préparation à l'action, et de l'autre côté, il y a l'action, le mouvement avec l'adrénaline. Tout à fait. Et donc, du coup, tout ça, ce qui est intéressant dans l'endobiogénie, et là où moi ça m'a apporté, c'est que donc les plantes, on va en parler un petit peu après, mais
vont avoir un rôle dans la digestion, vont du coup avoir un rôle sur le microbiote. Et nous, on apprend classiquement en phytothérapie, voilà, les actions thérapeutiques des plantes dans l'organisme. Mais on ne voit jamais les liens en fait avec le système nerveux. Quand bien même il y a des plantes qui jouent sur le système nerveux, mais on ne fait pas tellement cette distinction. Et en endobiogénie, du coup, on va classer les plantes qui sont plutôt en alpha-, bêta-, bêta+. Donc bêta+, c'est toutes les plantes qui vont stimuler le système bêta sympathique et ainsi de suite. Et du coup, ça permet d'affiner encore plus les prises en charge parce que finalement, on ne va pas donner toujours la même plante selon les indications spécifiques des gens. Oui, c'est exactement ça. Alors c'est vrai que on a l'habitude, pour ceux qui sont formés à la phyto ou qui s'y intéressent, de connaître l'effet symptomatique d'une plante. Par exemple, une huile essentielle, on sait que ça va être antiseptique, on sait que telle plante va avoir un effet sur tel symptôme ou sur tel organe. Et puis après, on utilise aussi des plantes pour le côté drainage, hein, quelque chose qui est une notion qui est chère en particulier aux naturopathes, mais pas que. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'approche endobiogénique, que j'ai découvert, parce que moi j'étais pas très plante en fait au final, donc j'ai tout pris d'un coup, donc ça a été un petit peu compliqué. C'est qu'en plus de ces dimensions symptomatiques et de drainage, on en rajoute deux autres. On va en parler surtout d'une aujourd'hui parce que la deuxième est un peu plus complexe à développer, mais c'est le neurovégétatif et c'est le système hormonal. Et qu'en fait, les plantes avaient des actions sur ces quatre dimensions. Donc comme tu l'as dit, après on va se retrouver avec des petites combinaisons ou une plante qu'on utilisait avant pour tel problème, et ben, on va se dire, ah bah tiens, maintenant que je rajoute une dimension particulière, je vais peut-être plus l'utiliser chez ce patient ou je vais peut-être en utiliser une autre. Ouais, tout à fait. Alors du coup, le microbiote, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu pourquoi toi ça te passionne tant en fait, donc outre les rôles qu'il peut avoir sur l'immunité ou quoi, mais dis-nous ce que tu aimes bien dans le microbiote. Bah, ce que j'aime bien dans le microbiote et ce qui m'a amené à m'y intéresser, c'est justement vraiment la notion que il est en interaction permanente avec nos cellules. C'est pour ça qu'on dit que c'est un organe à part entière, même si c'est pas tout à fait vrai au final. Ça reste quand même des corps étrangers, puisque les bactéries, les virus et tout ça sont quand même des éléments extérieurs. Mais voilà, c'est vraiment en interaction permanente et il y a vraiment cette notion de terrain. Euh, un agent microbien, et c'est ça que je trouve assez puissant comme idée, c'est qu'un agent microbien n'est pas forcément virulent en soi. Il a certaines caractéristiques. Bien sûr qu'on va avoir des bactéries qui vont être plus ou moins nocives ou plus ou moins compatibles avec nous, mais euh, c'est vraiment le terrain de la personne qui va permettre à la virulence d'un agent microbien de s'exprimer plus ou moins. Je trouve que l'exemple le plus frappant, c'est les maladies opportunistes. Par exemple, une candidose. Le candida albicans, c'est un champignon qui vit avec nous. Et si on n'est pas bien, si on est fragile, si on est malade, il va pouvoir s'exprimer. Et donc, je trouve que c'est voilà, c'est assez subtil comme notion. Et ça demande vraiment de faire appel au terrain et donc du coup à la personne. D'autant que ce microbiote, du coup, il y a beaucoup de choses qui interfèrent dessus. Donc, il y a évidemment notre alimentation. Donc, les microbiotes, hein, c'est l'ensemble de tous les micro-organismes qui vivent dans nos intestins. Donc, il y a le microbiote phare, le microbiote intestinal, mais on a un microbiote cutané, on a un microbiote buccal dont tu parlais, un microbiote vaginal, enfin, on en a plusieurs. Et ils sont tous un peu interreliés avec la qualité du microbiote intestinal. Donc, ce que vous mangez va avoir un impact, puisqu'on a des fibres alimentaires qui vont jouer des rôles de prébiotiques. Donc, les prébiotiques étant ces substances qui vont nourrir les probiotiques, qui sont les bactéries avec les petits noms latins, les noms souvent à coucher dehors pour les gens qui ne sont pas aguerris. Et, et on sait que le stress joue sur le microbiote, les traitements médicamenteux jouent sur le microbiote, le sommeil joue sur le microbiote. Il y a beaucoup de choses qui le perturbent en fait. Oui, et tu fais bien de dire qu'on insiste beaucoup sur le microbiote intestinal parce que comme tu l'as dit en introduction avec les GALT, hein, donc vraiment le tissu lymphoïde, 80% des cellules immunitaires, et c'est ça qui est intéressant, 80% sont concentrés au niveau intestinal. Parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus d'agents microbiens et c'est là où l'éducation du système immunitaire se fait en permanence.
Donc, parler du microbiote buccal, parler du microbiote de la peau, du microbiote vaginal, effectivement, c'est important. Mais vu que celui qui est vraiment en interrelation avec le système immunitaire, c'est le microbiote intestinal, il a une place très très importante. Et d'ailleurs, c'est celui qui est vraiment le plus étudié actuellement et qui donne le plus de réponses à comment ça fonctionne. Alors, on a Son qui nous pose la question comment évaluer notre microbiote? Aucun examen aujourd'hui n'est vraiment valide. Je dirais que si a priori tout va bien, c'est que ça va et qu'on s'inquiète et qu'on suspecte qu'il ne va pas bien quand on a des maladies de peau, qu'on tombe souvent malade, qu'on a des désordres intestinaux, des candidoses, des choses comme ça. Mais effectivement, il n'y a pas un examen aujourd'hui qui existe, même des coprocultures, c'est Ouais, une info, mais qui n'est pas forcément hyper interprétable derrière. ben, disons que le problème qui est évoqué avec l'écoproculture, c'est qu'en fait, on analyse les bactéries qui sont en mouvement. Ouais, Sauf que donc qui ressortent dans les selles en fait au final. Sauf que la plupart des bactéries, enfin des agents microbiens, on va résumer à agents microbiens parce que ça peut être des virus aussi, mm, ça peut être des champignons, donc on va dire agents microbiens. Euh, ils restent adhérents à la muqueuse et donc à moins d'aller faire des biopsies partout, ça va être pour des compliqué. conseils. Alors là où ça a pas mal avancé, c'est avec les analyses génomiques, les métagénomiques qui ont permis vraiment du coup de dresser un tableau un petit peu plus complet, une carte d'identité de nos microbiotes, mais ça reste encore pour l'instant assez limité du fait de ce facteur que je viens d'évoquer. Donc Ouais. c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est plus de voir l'état de santé général et du coup de faire des liens physiologiques euh, qui permettront de savoir si le microbiote est en bon état ou pas. Tout à fait. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je suis avec le docteur Reda Bounab. On vous fait un live sur le microbiote avec la vision de l'endobiogénie. Et oui, Aizou, le live sera en replay sur mon compte et le compte de l'Institut d'endobiogénie. Donc, si vous avez des questions relatives au microbiote, n'hésitez pas à les poser ici. Du coup, vu que ce compte est quand même très phyto, on a des plantes Mm, qui tout à agissent fait. sur tout ça. Et moi, je voulais que tu nous parles du coup un petit peu de l'action par rapport au système neurovégétatif, dans comment est-ce qu'on les classe, ces plantes, et comment elles peuvent être intéressantes pour notre santé digestive et du coup la santé globale. Et puis après, on verra un petit peu des petites situations cliniques très concrètes pour que ce soit plus clair aussi dans votre esprit. Donc, dans les plantes digestives, Reda, je voulais qu'on voit ensemble le romarin et le thym pour commencer. Parce que déjà, romarin et thym, c'est plutôt bien connu du grand public. Je pense que tous ceux parmi là ont déjà entendu ces noms-là. Peut-être vous en avez même qui poussent dans votre jardin ou sur votre balcon. Donc, romarin, classiquement, c'est une plante du foie, de tout l'axe hépatobiliaire, qui est une plante plutôt tonique aussi. C'est une tonique intellectuelle. Elle donne la pêche. C'est une bonne boisson du matin quand on veut se réveiller sans café. Et le thym, tout le monde le connaît, surtout là en saison hivernale, parce qu'il a des côtés anti-infectieux, ORL, bronchopulmonaire, digestif, et que dans la prévention ou l'accompagnement du traitement des rhumes, grippe, gastro, angine, c'est un peu l'incontournable de la saison. Et en plus, ces deux plantes-là jouent du coup sur notre sphère digestive. Et d'un point de vue de l'endobiogénie, du coup, ces plantes, on les classe comment, Reda? Eh ben écoute, tu fais bien de choisir ce duo, hein, parce que c'est vraiment un duo qui est très intéressant et qui illustre vraiment ce qu'on a dit par rapport à rajouter une dimension neurovégétative à la plante. Ça va donner une subtilité de plus dans son utilisation. Donc le thym et le romarin, comme tu l'as dit, c'est grosso modo des plantes qui se ressemblent quand même pas mal, qui d'ailleurs poussent dans des biotopes qui sont équivalents, des plantes à huile essentielle, donc qui ont des vertus anti-infectieuses, et puis tout ce que tu as dit sur la sphère digestive, et voilà. Mais il faut savoir qu'au niveau neurovégétatif, elles ont deux actions opposées. C'est-à-dire qu'on va avoir le thym, qui est plutôt une plante vagolytique, donc le nerf vague, c'est le nerf principal parasympathique, même si c'est pas le seul, mais donc une plante qui va freiner le parasympathique, et alors que le romarin, c'est plutôt une plante qui va stimuler le parasympathique. Donc, en fonction de la personne, en fonction de ce qu'on veut faire, cette dimension-là, on va l'intégrer en se disant, ah bah tiens, peut-être que là, je vais plus utiliser du thym ou plus utiliser du romarin, par exemple. Ouais. Donc le parasympathique, c'est plutôt une fonction de. Alors,
Moi, j'ai fait la formation en endobio, ok, j'ai bien réussi, mais je n'allais pas encore tout à fait assimiler. Donc, j'apprends en même temps. D'accord, je relis mes notes, j'ai toutes mes notes. Et d'animer ces lives avec Reda, ça me fait réviser en même temps. Du coup, le parasympathique, c'est plutôt une fonction de repos, tu disais. On disait tout à l'heure, c'est ça. Oui. Donc, quand on va bloquer le parasympathique avec des actions vagolytiques, avec le thym, c'est ça. Typiquement, concrètement, ça fait quoi dans le corps sur la sphère digestive? Alors, la question je reviens juste sur un mot que tu as dit, c'est la notion de bloquer. Ouais, En physiologie, avec les plantes, on bloque rarement. ouais. Oui, tu On freines bloque, juste. Tu voilà, on modules en freine, freinant. on module, on recule. Bloquer, c'est beaucoup les médicaments issus de la chimie vraiment très précis. On va bloquer un récepteur. Avec une plante, c'est plus compliqué. Mais voilà, je voulais insister là-dessus. C'est pas tant qu'on va bloquer. Mais du coup, euh, donc avec le thym qui est vagolytique, au niveau de la sphère digestive, par exemple, si on réduit le parasympathique étant facteur de péristaltisme, donc vraiment le mouvement des muscles lisses pour permettre la digestion, en théorie, on va réduire ce péristaltisme, puisqu'il est j'allais dire paralytique, mais non, c'est pas bon, parasympatholytique. Euh, alors qu'avec le romarin, qui est plutôt lui vagotonique, donc Ouais, qui régule vers la stimulation les muscles lisses, il va plutôt être un activateur de ce péristaltisme. Et donc ça va être intéressant, par exemple, chez des gens qui vont avoir peut-être un transit qui est trop rapide, donc les muscles lisses qui sont trop actifs et qu'on va ouais. avoir envie de freiner parce que du coup, ça les fait mal digérer. Et là, à ce moment-là, on va peut-être plutôt utiliser du thym, alors que des gens qui ont des muscles lisses intestinaux qui sont plutôt lents, plutôt à tendance constipation, par exemple, et bien à ce moment-là, on va pouvoir stimuler avec le romarin, en ayant des actions digestives symptomatiques assez équivalentes. Ouais, top. Top. Euh, alors attends, je regarde parce qu'il y avait des petites questions. Euh, alors, on avait. Quand je ne suis pas bien moralement, j'étais grosse. Alors, du ça, j'ai lu votre question, mais vu qu'elle n'est pas trop dans le thème du live, je préfère pas y répondre parce qu'on va vraiment s'écarter loin. Et j'avais vu passer une deuxième. Surtout que Euh, j'ai une fâcheuse tendance à digresser, donc on va essayer de rester focus. Ah, et on a le docteur Laure Hiverna parmi nous. Merci Laure d'être là et merci pour ton commentaire. Laure qui a écrit un petit cahier pratique là chez Solar d'ailleurs, très bien sur le ventre. C'est, je sais plus comment il s'appelle, Happy. Enfin bref, c'est un petit cahier hyper bien fait pour prendre soin de son ventre et que je vous recommande, que j'ai à la maison, qui est très bien et qui va dans le sens de là tout ce qu'on se dit avec Reda. Donc voilà. Nettoyage du foie, ok. Donc, Florence nous demande si on peut prendre une tisane de romarin après le repas. Donc, oui, surtout si on a plutôt une tendance à avoir un transit plutôt ralenti, du coup, puisqu'il serait plutôt amélioré. Ce qui va dans le sens, nous, de notre phyto, je dirais, classique, où le romarin ayant un tropisme très hépatobiliaire, on nous dit que du coup, il améliore ce qu'on appelle la chasse biliaire. Et la bile servant aussi de lubrifiant pour les selles au niveau du côlon, ça aide. Et bien, du coup, il y a des personnes qui, lorsqu'on joue juste sur l'axe hépatique, en fait, voient une amélioration de leur transit intestinal, alors qu'on n'a pas spécialement touché à leur côlon avec des pentes laxatives en tant que telles. Donc ça rejoint tout ce que tu dis. Tout à Et, fait. euh, et c'est ça qui est bien avec. Voilà, c'est mon cahier Ventre heureux chez Solar. Merci Laure. Euh, et pareil, quand tu as des diarrhées infectieuses parce que tu as une gastro ou tu as mangé un truc pas frais, on va facilement recommander du thym pour le côté anti-infectieux, anti-fermentaire, qui va faire du bien. Et effectivement, le thym qui freine du coup ce transit aide dans la diarrhée. Mm. Donc c'est ça qui est génial avec l'endobio, je trouve, c'est que sur plein de choses que nous, on a comme savoir, ça vient les corroborer avec une explication physiologique supplémentaire.
Et sur d'autres choses qu'on faisait un peu de façon intuitive, ça vient mettre un peu de côté cartésien et scientifique derrière. Donc, bref, c'est très bien cette endobiogénie. Il faut Bah, juste la maîtriser et c'est quand même un exercice. Mais... Oui, c'est une matière qui demande du temps, mais comme beaucoup de choses. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est pas sorti de nulle part. Hein. C'est sorti d'observations de médecins au quotidien. C'est sorti de réflexions autour de la physiologie et de compétences en termes de prescription, d'empirisme. Et tout ça euh, a été travaillé pour après donner, de conceptualiser à partir de tout ce qui a pu être euh, connu. Donc tout le monde, enfin c'est pour ça que beaucoup de personnes vont comprendre ou reconnaître ou se dire ah mais d'accord, je comprends maintenant ce que j'avais pu observer, il y a une explication. Et Ouais. quand on a une explication, ça donne du sens encore plus. Alors, on va répondre à la question d'Inès qui nous fera une transition parfaite vers les deux autres plantes que je voulais aborder avec toi. On a Inès qui nous dit, et quand on a pris, alors du microbiote, je pense qu'elle veut dire des probiotiques, malgré ça, elle est souvent constipée. Est-ce que le stress peut jouer ou c'est tout simplement l'alimentation? Alors, juste, je fais ma petite diététicienne 2 secondes. Pour avoir un bon transit intestinal, hein, les 3 règles hygiéno-diététiques de base, c'est avoir une bonne hydratation. Si on ne boit pas assez, on a aussi des selles sèches et c'est pas bon. Avoir un apport suffisant en fibres, donc les fibres alimentaires via les fruits et les légumes, qu'ils soient crus, cuits, en soupe, les légumineuses qui vont permettre d'apporter des fibres. Et une activité physique suffisante puisque nos intestins bougent avec nous et que la sédentarité nuit à un bon transit. Et quand, malgré vous, vous êtes bloqué au lit, on peut aussi favoriser ça avec les automassages et le fait de se masser le ventre avec ses doigts et on vient faire des petits massages du cadre colique ça peut aider. Et quand ça ne suffit pas, effectivement, il peut y avoir d'autres causes. Et le stress en fait partie. De toute façon, dans toute la santé en général et dans toutes les problématiques, que ce soit les problématiques digestives ou autres, que ce soit la santé psycho-émotionnelle, donc le stress, les soucis, les contrariétés, les troubles de l'humeur, que ce soit l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, c'est vraiment les 4 piliers de base qu'il faut toujours retravailler. Et la plante miracle n'existe pas, le médicament miracle n'existe pas, et parfois les gens ont trop tendance à compter dessus. Alors parfois ça peut marcher, mais c'est souvent sur du court terme et pas du moyen et du long terme quand on ne retravaille pas les autres piliers. Voilà, bon, je pense que tu es d'accord avec ce que je viens de raconter. Oui, oui, tu fais bien insister là-dessus parce qu'en fait, quand tu étais en train de décrire les piliers, je voyais toute la dimension hormonale derrière. Il y avait toutes les hormones là qui étaient en train de s'activer dans ma tête. C'est pas juste du vent. Bien sûr que le sommeil, bien sûr que tout ce que tu as dit, même l'exercice physique, tout ça a un impact hormonal et tout ça a un impact sur l'homéostasie, hein, sur le maintien de l'équilibre du corps. Tout ça est régulé, tout ça est chimique. Le lien entre corps entre psychique et corps, tout ça, c'est véhiculé par des hormones. Donc oui, oui, bien sûr que c'est fondamental, toutes ces notions-là. Je rajouterai la mastication. C'est pas parce que je suis Oui, chirurgien dentiste, mais je rajouterai la mastication parce que, bien sûr, meilleur est votre bol alimentaire, plus il a été pré-travaillé dans la bouche, avec la salive aussi, c'est très important la salive, et plus vous allez faciliter le travail digestif qu'il y a après. et donc, du coup, les 2 plantes dont je voulais parler et qui pourraient aider Inès par rapport à son stress qui perturbe son transit, c'était la lavande et la mélisse, Oui. qui sont 2 plantes qu'on utilise beaucoup dans le stress parce que ce sont des plantes réputées calmantes, apaisantes, qui font du bien aussi au psychisme, à l'humeur. La lavande, on dit souvent que c'est l'odeur des grands-mères. Elle a une odeur très réconfortante, rassurante, rassérénante. La mélisse, on dit qu'elle harmonise la relation intestin-cerveau. C'est une antidépressive très légère, mais voilà, elle ramène de la joie un peu quand on a des troubles de l'humeur. Et au niveau digestif, elle est très antispasmodique. Et du coup, elle va venir aider quand on a des spasmes sous le coup, des contrariétés et de la vie un petit peu compliquée qu'on peut avoir. Donc du coup, d'un point de vue de l'endobiogénie, lavande, mélisse, est-ce que tu valides tout ça? Bah, tout ce que tu as dit est bien sûr valide. On peut y rajouter du coup une autre dimension. C'est, vous l'aurez compris maintenant, sans surprise, le neurovégétatif, puisque la lavande, c'est une grande freinatrice de toutes les branches neurovégétatives, que ce soit le parasympathique, que ce soit l'orthosympathique avec ses 2 sous-branches, l'alpha et le bêta. Hein, et d'ailleurs, c'est une sédative centrale aussi, hein, la lavande.
C'est pour ça qu'on l'utilise en termes d'anxiolytiques. Je sais que moi, je peux conseiller, par exemple, à certains de mes patients, avant des interventions chirurgicales, de respirer de l'huile essentielle de lavande qu'on met dans les poignets comme ça pour vraiment apaiser. Donc, elle a vraiment tout d'une calmante. Mm. Et ça se retrouve aussi au niveau du neurovégétatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle calme les deux. On pourrait penser que le parasympathique d'un côté et l'orthosympathique de l'autre sont deux opposés et que du coup, si on baisse l'un, on monte l'autre. Eh bien Mm. non, là, on voit que pas forcément. On peut agir aussi sur les deux systèmes vers le bas pour calmer tout l'ensemble. Et la mélisse, tu la mets comment? Alors, la mélisse, elle a la particularité par rapport à la lavande. Donc, pareil, je valide tout ce que tu as dit sur son côté antispasmodique. Elle est très, très intéressante au niveau intestinal, hein, la mélisse. Mais elle a une action, elle, pour le coup, qui est beaucoup plus ciblée sur l'alpha sympathique. C'est-à-dire qu'elle est vraiment freinatrice de l'alpha. Et quand on est freinateur de l'orthosympathique, donc du coup, du système de l'éveil, qui, quand il s'emballe, c'est le système de l'anxiété, hein, puisque l'orthosympathique, quand il s'emballe, c'est ce qui va vous donner c'est ce qui va stimuler la peur. Hein. Donc, une plante qui va agir en freination de cet alpha sympathique va avoir des vertus qui vont jouer sur le stress et donc qui va jouer aussi sur le système digestif et inévitablement, du coup, sur le microbiote. Et du coup aussi bénéfiquement sur le sommeil. Et du coup, Oui. ça joue sur les... Parce que la mélisse et la lavande, vu qu'elles sont globalement freinatrices, elles aident aussi dans les troubles de l'endormissement, les troubles du sommeil qu'on peut avoir. Et on dit souvent que l'immunité se régénère la nuit. Le fait de bien dormir, c'est là aussi au niveau de notre immunité. On a beaucoup de choses qui... Enfin voilà, on cicatrise, on régénère beaucoup plus les tissus la nuit quand on dort qu'en journée quand on est éveillé. Et le microbiote étant le siège de 80% de ce système immunitaire, du coup, on comprend tous les liens en fait et toutes les implications que pourrait avoir chez une personne qui a des soucis de contrariété, de stress et des soucis digestifs. Boire une petite tisane de lavande, de mélisse en soirée, du coup, ça aiderait sur ça et en plus sur son système immunitaire, son microbiote. Oui. Et je trouve que ce qui est fascinant avec les plantes et avec l'effet des plantes, et là on est en train de parler de tous les effets sur différents systèmes, c'est qu'elles nous rappellent que nous sommes un système interconnecté et qu'on ne peut pas séparer les éléments. Tu vois, tu as parlé du sommeil, du stress, du digestif. Tout ça, c'est lié. On ne peut pas décorréler les éléments les uns des autres. Tout à fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette approche de l'endobiogénie. Donc l'endobiogénie, hein, vous aurez compris que ça s'inscrit vraiment dans une démarche de santé intégrative où tout est intégré parce que tout est intercorrélé. Et notre système de santé où tu as d'un côté le gastro-entérologue qui regarde que cette dimension très digestive et qui souvent on n'a rien à faire que tu sois stressé. Enfin, on a une approche en France quand même très, simple, très liée à un organe. Tu as un problème, un organe, tu vas avoir le spécialiste de cet organe et qui s'intéresse pas tellement à l'endocrino, à tout le reste derrière. Et en endobio, on a des médecins qui ont cette compréhension globale de l'être humain et le fait que tout est interrelié. Donc, c'est complètement idiot que de tout scinder et de vouloir tout faire entrer dans des cases séparées les unes des autres. Donc, je suis très sensible à cette approche. Bon, après, c'est vrai il y a quand même, euh, ça bouge de plus en plus parce qu'on arrive dans certaines impasses conceptuelles qui font qu'on va chercher de nouvelles solutions. Donc, même ceux qui sont réfractaires commencent à bouger un peu les lignes. Et puis, voilà, ça bouge quand même de ce point de vue-là. Et puis, on a un héritage culturel aussi hein, qui fait Ouais. que l'approche analytique en Occident nous a quand même fait avancer sur plein de domaines. Et ça nous a fait perdre un petit peu la vision globale. Donc là, je pense que les visions tendent vers une convergence, donc c'est plutôt positif. Ouais. Ça prendra un peu de temps, mais c'est positif. On a le Alors, temps. lavande et mélisse, Inès, oui, c'est en infusion. En général, vous mettez une cuillère à café ou à café de lavande, une cuillère à soupe plutôt de mélisse. C'est une infusion 5 minutes, ça suffit en général avec ces plantes-là. Toujours bien couvertes, les infusions. C'est des plantes aromatiques, il y a des huiles essentielles. Si vous ne couvrez pas la tasse, les huiles essentielles s'en vont. C'est dommage, vous perdez des principes actifs. Mm. Et on avait Kemalova qui nous posait une bonne question. On ne parle pas assez des biofilms en France. Travaillez-vous sur ce concept d'un point de vue de l'endobiogénie?
Donc les biofilms, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des espèces de carapaces dans lesquelles s'enferment en fait plein de germes. On parle de biofilms dans la maladie de Lyme, par exemple, et du coup qui rendent imperméables euh, ces germes à l'action de produits allopathiques bien chimiques ou même naturels. Et donc, on fait appel à des actifs antibiofilms comme l'argent colloïdal, l'extrait de pépins de pamplemousse, enfin, les huiles essentielles vont avoir des actions antibiofilms. D'un point de vue de l'endobio, je pense que c'est encore une notion de terrain qui est liée Oui, ou... là, on est vraiment sur, je dirais, pas un point de détail, mais quelque chose de très spécifique. Bien sûr que le biofilm, il va jouer dans les mécanismes de protection et donc du coup de défense des bactéries vis-à-vis de leurs agresseurs, hein, c'est normal. Je veux dire, elles sont aussi là pour se protéger, mais c'est aussi un facteur de protection pour les bonnes bactéries qui sont avec nous. Donc Ouais, l'élimination systématique du biofilm n'est pas forcément une bonne chose. ouais, L'important, c'est d'empêcher des mauvaises bactéries de constituer un biofilm suffisamment résistant pour qu'on n'y ait plus accès. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance à notre système immunitaire et à nos bonnes bactéries et à nos bons virus, hein, puisqu'il y a aussi mm, des bons virus qui éliminent les mauvaises bactéries. On va essayer de ne pas être trop limité dans l'approche. Donc, oui, mais c'est un des éléments de tout le système. mm. Ok. On avait Aizou qui nous posait une question sur est-ce qu'une infusion de thym, romarin, menthe et mélisse est-elle non pertinente? Si effectivement, on pourrait se dire, bah attends, si chacune elle a une action sur le système neurovégétatif qui est différente, est-ce que les mélanger ensemble, Alors, finalement, c'est attends, ouais. pertinent ou pas? Thym, t'as dit quoi? Thym, romarin, Menthe, mélisse. la menthe, je me souviens plus de ses effets. C'est une tonifiante, la menthe. Ouais. Euh, Bah, je pense si c'est la douce ou la poivrée, j'ai envie de te dire. ouais. Il n'y a Alors, pas je vais précisé. peut-être pas répondre sur les quatre. Je trouve la question intéressante parce que justement, parfois, on est amené à essayer de neutraliser des effets de plantes pour avoir les autres. Je m'explique. Si par exemple, on veut neutraliser la dimension neurovégétative des plantes qu'on veut mettre, c'est pertinent de mélanger thym et romarin, puisqu'on veut annuler les effets sur le système parasympathique. Et comme ça, on bénéficie en double de tous les effets autres qui sont communs au final aux deux plantes. Donc, c'est pas forcément là, je pourrais pas répondre sur le quatuor là, mais par contre, il y a quand même cette dimension de ah bah tiens, peut-être qu'on peut mélanger les effets pour qu'il y en ait certains qui s'annulent, pour avoir d'autres effets qu'on recherche et qu'on retrouve pas sur d'autres plantes. Ouais. Après, c'est vrai que ça, tu vois, intuitivement, enfin, moi, je suis assez plutôt une grande pro des mélanges. Je trouve que dans cette idée que 1 plus 1 égale 3 et que parfois on a des effets de synergie ou Oui. en associant deux, trois plantes qui servent à la même chose, et ben, tu potentialises les effets que d'une seule. Et donc, du coup, c'est toujours plus intéressant. Et c'est vrai que moi, je fais souvent des mélanges à 3 ou 5 plantes euh, pour, euh, pour quelque chose. Et donc, là, quand je dis thym, romarin, menthe, mélisse, pour des vertus digestif, c'est pas quelque chose qui me choque. Après, c'est vrai que la mélisse, je la mets plutôt dans quelque chose de freinateur, de plutôt calmant, alors que menthe, thym et romarin sont plutôt des toniques digestifs. Donc, je dirais thym, romarin, menthe, plutôt une tisane d'après-repas du midi, Mm. et mélisse, plutôt une tisane d'après-dîner. Voilà, je scinderais plutôt comme ça. Mais après, si on, il y a aussi la dimension, je le prends pour le goût aussi. J'aime bien ces goûts-là. Je cherche pas forcément une vertu thérapeutique parce qu'en soit ma digestion est bonne. Et voilà, parfois on peut aussi prendre les choses juste pour une notion de goût. Après, c'est toujours la question de la durée de la prise. Et est-ce qu'on le fait en mode cure tous les jours, tout le temps, plusieurs fois par jour, ou est-ce qu'on le prend de façon complètement épisodique, ponctuelle, et dans ce cas-là, on rentre moins dans ces considérations. Mm. Il y avait Sabiva qui me demandait si les plantes fraîches sont plus efficaces que les plantes sèches. Alors, pas forcément, c'est juste qu'elles sont plus aromatiques, donc on en met moins. Donc, si vous avez de la menthe fraîche, du basilic frais, du thym frais, vous pouvez les utiliser sans problème. Je crois que c'est plus fort, moins fort. Le dosage est variable, mais en termes d'efficacité, on va être grosso modo kiff-kiff. Nous, on est plus sèche parce qu'en fait, en plante sèche, on enlève l'eau. Il y a beaucoup, beaucoup moins d'eau dans une plante sèche que fraîche, donc on concentre en principe actif.
Mais sur des plantes aromatiques, on a aussi plus d'huile essentielle dans le frais. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un peu équivalent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tac, tac, tac. Alors, il y a C47 Dakota qui te remercie, Reda, d'insister sur l'importance de bien mâcher et du rôle de la salive sur les aliments, car nombre de personnes souffrent de manger trop vite, de mâcher trop peu et se plaignent de soucis ensuite. Effectivement, je rappelle qu'on a des dents qui ne sont pas là que pour sourire, mais aussi pour déchiqueter les aliments et permettre leur bonne insalivation. Dans la salive, vous avez déjà une amylase salivaire, une lipase salivaire qui permettent déjà une dégradation de certains acides gras et de certains glucides. Et que plus on envoie des mini morceaux dans l'estomac, plus on a des temps de séjour et de vidange gastrique qui sont courts et qui plombent moins aussi la digestion et mieux c'est. Donc effectivement, dans ces sociétés où on va toujours trop vite, où on est sur notre téléphone pendant qu'on mange et on mâche 2 fois et boum, on gobe, eh ben, c'est sûr que cette première étape, quand elle est ratée, le reste de la digestion peut s'en trouver altéré. Et je me permettrai de rajouter un petit détail aussi. Alors, il y a effectivement la notion de la finesse du bol alimentaire qui arrive va faciliter le travail, mais aussi la mastication. Il y a tout un tas de réflexes qui se passent. Il y a la langue qui perçoit tout un tas de messages et tout ça joue au niveau du cerveau et commence à préparer tout le travail au niveau endocrinien et au niveau des enzymes. Donc c'est vraiment un temps préparatoire, hein, la mastication. Hein. C'est pas juste je mâche l'aliment pour qu'il soit bien digéré. C'est aussi je prépare mon organisme en lui disant attends, tu vas recevoir tout ça, tu vas recevoir des sucres, tu vas recevoir du gras, des protéines, de machin. Donc prépare-toi à accueillir tout ça. Ouais. Et puis ça participe aussi à la satiété et donc à comment on contrôle l'apport calorique aussi. Là, c'est la diète qui parlait. Oui, tu fais bien. Écoute, alors, que conseillez-vous en cas de candidat albicans? Bon, là encore, c'est un peu spécifique. C'est la notion de terrain, en fait, qu'on... Oui, c'est la notion de terrain, même si on peut effectivement avoir des actions locales ciblées, c'est pas du tout incompatible. Hein. On n'est pas en train d'opposer action globale et action locale. C'est une action intégrative, donc on utilise le local, on utilise le symptomatique. Donc on peut très bien utiliser des plantes en bain de bouche qui vont avoir un effet antimycosique. Mais c'est vrai que dans le cas d'une candidose, on est quand même souvent sur une notion de terrain. Euh, c'est rare qu'on fasse des candidoses si on n'est pas fatigué, si on n'est pas un petit peu immunodéprimé, gros coup de stress, gros coup de froid. Voilà, il y a puis là, si on mange beaucoup de sucre aussi, les champignons adorent le sucre. Donc c'est local et global, oui. Avec la cannelle, notamment. La cannelle, tu peux Ouais, effectivement avoir une action antiseptique assez forte, ouais. effectivement. Après, toutes les plantes antiseptiques, au final, tu peux faire des bains de bouche avec qui vont avoir une action. Mais c'est vrai que c'est intéressant de jouer surtout sur le métabolisme glucidique, puisque les Ouais. champignons aimant le sucre, il faut déjà limiter les sucres et puis remettre en place une digestion qui fonctionne, un pancréas qui fonctionne bien, pour une insuline qui fonctionne bien. Donc, ça peut être du noyer, ça peut être de l'aigre-moine qui va jouer sur ces dimensions-là en infusion. Mais beaucoup jouer sur le métabolisme du sucre hein, quand même. Ok, autre notion que je voulais aborder avec toi, Reda, et qui est chère à l'endobiogénie, c'est la notion de drainage. Et avec la plante l'aubier de tilleul, qu'on aime tous les deux beaucoup. Oui. Euh, Peux-tu nous en dire plus? Et du coup, pourquoi le drainage et le microbiote seraient liés? Bah, parce que le microbiote, il se développe dans un tube qu'on appelle le tube digestif. Et ce tube digestif est transpercé de petits trous. Et ces petits trous sont reliés à des glandes. Et ces glandes sécrètent en permanence ou par moment dans le tube digestif. Et je pense en particulier à la bile. Et donc la bile donc, qui vient du foie et aux sécrétions pancréatiques, donc le pancréas qui envoie ses enzymes tout ça dans un petit canal qui arrive au tout début du tube digestif. Et donc, pourquoi la notion de drainage est importante? Parce que si on draine ces deux organes, on va surtout parler de ces deux organes-là parce que c'est les plus pertinents, le foie et le pancréas, pour que leur sécrétion
aille bien dans le tube digestif au moment où le bol alimentaire arrive, eh bien, le travail va pouvoir bien se faire et du coup, les bactéries, il va pas y avoir trop de bactéries qui se développent sur un type de substrat ou un autre. Donc, la notion de drainage est importante parce que ça permet au liquide qui digère de bien le faire et donc du coup de permettre un microbiote équilibré. Parfait. Et donc cet aubier de tilleul, donc nous en phyto classiquement l'aubier, on dit que c'est un dépuratif donc du foie et des reins. On lui prête aussi des propriétés dites casse-pierre, litholytiques en cas de calcul biliaire, en cas de calcul rénaux, donc dans la prévention des petits calculs. Et puis quand il y en a, alors pas quand on est en crise, hein, pas quand il y a la lithiase, mais quand on sait qu'on en a et qu'ils ne sont pas dans un urtère ou dans le canal cholédoque, ça permettrait de les casser un petit peu. D'un point de vue de l'endobiogénie, le biais de tilleul, vous le classez comment? Ben, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un draineur doux. Ouais, Mais c'est un draineur général. Donc là, c'est vrai que j'ai parlé surtout du foie et du pancréas, mais tu l'as très bien dit, tu as parlé du rein aussi. Donc le rein étant aussi quelque chose qui permet d'évacuer les toxines, puisque le drainage, là je parlais du drainage en tant que sécrétion digestive, mais il y a aussi la notion de drainage en mode j'évacue les toxines. Donc je les évacue via la bile, puisque le cholestérol il est évacué via la bile, mais il y a aussi les reins qui font leur travail, il y a la peau qui fait son travail. Et donc, le fait d'évacuer les toxines, ça va limiter l'inflammation. Et si on limite l'inflammation, on augmente les performances du système immunitaire. Et donc, du coup, on augmente les performances du système immunitaire, où ça, à 80% de l'endroit où il est, en contact avec le microbiote. ouais. Donc, l'aubier de tilleul, il est intéressant pour cette action globale de détoxification, mais douce, pas comme le chardon-marie ou le radis noir qui vont avoir une action, même l'artichaut encore plus, Ouais. qui vont avoir une action très très forte au niveau du foie. Là, on est plus sur quelque chose de doux, donc c'est quelque chose qu'on va faire sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans problème, ce qu'on évitera de faire par exemple avec l'artichaut. Tout à fait. Eh ben, très bien. Et après, je voulais qu'on aborde une autre substance qui n'est pas une plante, c'est l'argile. L'argile verte, la fameuse argile illite. Donc, il y a des propriétés adsorbantes. Donc, adsorbante, c'est ça capte et ensuite ça emmène vers l'extérieur. Donc, l'argile, vous la connaissez beaucoup en cosmétique, hein, puisqu'on fait des masques à l'argile verte pour sembler nos petits comédons. On préconise aux peaux acnéiques, aux peaux grasses. Mais on peut aussi la boire et l'avaler, cette argile. Et du coup, elle passe pour être une purifiante en fait du tube digestif. Et en endobiogénie, eh bien, on utilise plutôt pas mal l'argile. Oui, moi, l'argile verte, pardon, illite, puisqu'il y a plein d'argiles différentes, hein, et encore illite ultraventilée. Alors notez bien ça, argile verte, illite ultraventilée. La notion d'ultraventilée est très importante pour la qualité du produit, hein, parce que sinon, vous pourriez ingérer d'autres argiles qui sont pas forcément, qui ont des substances qui sont pas forcément bonnes. Euh, donc moi, je l'ai découverte dans l'endobiogénie. Elle est très intéressante parce que justement, elle va permettre ce nettoyage du tube digestif. Moi, je l'ai testé personnellement. Je l'ai fait tester. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de retours là-dessus. Et c'est vrai que avec ses propriétés absorbantes, puisque l'argile a une propriété absorbante, hein, comme un buvard, mais Mm. aussi adsorbante, c'est-à-dire ça vient se coller à la surface. En fait, les déséquilibres bactériens, les mauvaises bactéries, quand il y a trop de bactéries qui pullulent, en fait, ça va s'accrocher dessus. Il va y avoir des liaisons chimiques qui vont se faire dessus. Et en fait, ça permet de soulager le système digestif pour son travail de régulation, hein, en fait, tout bêtement. Et donc, c'est assez performant comme produit. Puis, c'est naturel, c'est intéressant. Et du coup, on avait Stéphane qui disait ouais, mais l'argile, ça fait peur avec la constipation. Que penses-tu de cela? Ça fait peur, quoi? J'ai pas entendu, pardon, ça a Pour la coupé. constipation. Beaucoup de Alors gens oui, oui, pensent que ah oui, l'argile, oui. ça constipe. Oui, 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 merci de préciser. Alors oui, c'est vrai que là, on est en format Instagram, on précise pas tout, on va pas mettre des vignettes de attention à ci, attention à ça. Sinon, on va passer quasiment autant de temps à dire de faire attention. Donc
faites attention. Effectivement, l'argile est plutôt déconseillée pour les gens qui sont à tendance de constipation. Parce que c'est vrai que, et alors surtout à ne pas mélanger avec de l'huile. Ne faites pas l'erreur de boire de l'argile avec de l'huile parce que ça peut coaguler. Donc les gens qui sont constipés, il y a d'autres choses, mais n'utilisez pas l'argile. Par contre, les gens qui ont une tendance à un transit rapide, voire même la diarrhée facile, ça vaut le coup. C'est une bonne copine. Et du coup, je réponds à Élise qui demandait si le bietiel se prend sous forme d'infusion. Alors, c'est plutôt de la décoction. Donc, un départ à eau froide, on le fait bouillir plutôt 5 minutes, infusé 10, parce que l'aubier, c'est la seconde écorce de l'arbre. C'est des bouts de bois assez épais. C'est pas des feuilles fines. Donc, du coup, il faut plutôt une décoction. Et ça a l'avantage d'être plutôt bon à boire. L'aubietiel, c'est pas une tisane amère, contrairement à l'artichaut. Moi, je trouve ça hyper agréable. Et ça fait partie des très bonnes cures dépuratives de printemps, d'automne. Parce que voilà, ça soutient toutes les fonctions émonctorielles, mais de façon douce. Et en plus, avec un bon goût. Donc voilà. Alors, on avait une question sur base d'eau, mais je ne vais pas y répondre parce que c'est pas dans le thème. Et du coup, eh ben, on peut finir, Reda, pour cette dernière partie de ce live. On a Endométriose qui valide que oui, c'est trop bon, l'aubier de tilleul. On a des fans. Coucou Laurie. Et oui, on voulait vous donner des petits cas un peu pratiques et je crois que tu voulais t'aider de l'échelle de Bristol. Alors, connaissez-vous l'échelle de Bristol? C'est une échelle d'aspect des selles, en fait, en fonction de si vous faites, entre guillemets, le caca saucisse, ou plutôt les petites crottes, ou plutôt la diarrhée complètement liquide, avec des stades intermédiaires entre chaque, évidemment. Ça nous donne des indications. Et en endobiogénie, quand on fait les anamnèses, eh bien, on demande souvent l'état du transit parce qu'il est indicateur de la branche du système nerveux dans laquelle vous seriez un petit peu. Et donc, Reda, tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, moi, depuis que je fais de l'endobiogénie en tant que chirurgien dentiste, je demande comment vont vos selles. Alors, les gens trouvent ça un petit peu bizarre au départ, mais finalement, ça a une pertinence parce que ça donne de l'information sur comment fonctionne l'organisme, comment fonctionne le neurovégétatif chez telle personne. Et donc, c'est vrai que l'échelle de Bristol, je trouve qu'elle est assez intéressante euh, parce que c'est des questions faciles à poser. Soit à poser, soit tout simplement pour soi de se dire bon bah tiens là aujourd'hui comment ça se passe. Donc c'est vrai que quand on a plutôt les selles sous forme de petites crottes, donc qui sont assez sèches en fait au final. Donc tu l'as dit, ça peut être lié à un défaut d'hydratation, ça peut être lié à un défaut de fibre, mais ça peut être aussi être lié à un défaut une insuffisance de bile. La bile servant à solubiliser. Donc soit on produit pas assez de bile parce que le foie il est un petit peu fainéant ou qu'on a des problèmes au foie ou bon voilà. Donc ça il y a cette première dimension là. Mais ça peut être aussi tout simplement, d'un point de vue neurovégétatif, on a des petits muscles. Hein, tu parlais du canal cholédoque. On a des petits muscles autour des canaux pour sécréter la bile. Si on a des spasmes, si on a le neurovégétatif qui est plutôt orthosympathique, genre stressé, très stressé, avec les sphincters bien contractés, eh bien la bile, elle n'arrive pas. Le foie produit, mais la bile n'arrive pas à lâcher. Ouais. Et donc, n'arrivant pas à lâcher, on a beau manger relativement, on se dit bien, eh ben, il y a toujours des petites crottes qui sortent. Et donc, quelque chose qui peut faire du bien, je dis pas que tout est lié à ça, mais qui peut faire du bien, c'est tout simplement de donner, par exemple, de la fume terre qui va lâcher ce sphincter, la bile va s'écouler et le travail va pouvoir être fait. Donc ça, c'est une première situation clinique assez facile sur laquelle on peut avoir des actions. Donc la fumeterre, c'est une plante que vous trouvez principalement sous forme de tisane. C'est assez difficile de trouver des gélules de fumeterre, des ampoules de fumeterre, des teintures mères de fumeterre. La galénique phare, ça reste la tisane. Donc on a évidemment chez Phytessence, hein, je fais la promo rapido. Et la fumeterre, c'est aussi une plante qui est connue pour être une belle dépurative cutanée dans les problèmes de peau. On en donne souvent, mais parce que, encore une fois, elle a cette action hépatique et que le foie et la peau sont aussi globalement assez liés. Et une petite tisane de fumeterre et romarin dans l'amélioration de vos petites crottes, justement, eh bien, c'est plutôt pas mal pour vous aider. Je rajouterais aussi qu'il y a une forme galénique à base de, enfin
Ah, les En cachet. EPS. Non, en Non. cachet, en comprimé. Ah, les Euh, piqûres au- standards. non, non, tout bêtement, Non? Audibil. Ah oui, Audibil Audible, exact, oui. qui existe depuis, c'est vraiment un médicament de grand-mère celui-là, hein. Il existe depuis au moins 100 ans, je pense. Toutes les pharmacies connaissent Audibil et en vendent depuis très très longtemps. Après, c'est pas forcément, c'est peut-être parfois un peu sous-dosé selon ce dont on a besoin, mais il existe aussi cette forme galénique-là pour la Ouais. fumeterre. Et c'est bien de le donner parce que tout le monde n'a pas une herbo à côté de chez soi, alors qu'on Oui, a souvent des pharmacies à côté de chez nous. oui. Et Audible, en fait, comme le sphincter d'Audi, en fait. Et la fumeterre, elle est intéressante parce qu'elle est dite amphocolérétique. Amphocolérétique, ça veut dire que ça régule à la fois le trop ou le pas assez du flux biliaire. Et il n'y a pas beaucoup de plantes qui sont comme ça. Donc, c'est vraiment une plante très, très intéressante, la fumeterre. Mm. Autre situation que tu pourrais nous donner, un petit cas clinique concret comme ça. Oui, bah justement, restons dans le domaine des crottes. Allons-y. Quand allons-y, c'est génial. Quand on a des selles qui sont, par exemple, trop molles, mais qu'on va pas forcément à la selle trop de fois par jour, qu'on y va normal, on se dit une à trois fois, mais par contre qu'à chaque fois elles sont plutôt molles. Ça peut vouloir dire que alors soit on a mangé trop riche, Ouais. soit on a les enzymes pancréatiques qui ne se produisent pas assez ou qui ne se lâchent pas assez ou les deux. On peut manger trop riche avec un pancréas qui n'est pas très très efficace. Dans les deux cas, au final, on a une insuffisance d'enzymes pancréatiques. Ouais. Et donc, pour stimuler ça, pour stimuler le pancréas est très dépendant du système parasympathique. On peut tout simplement donner une plante qui va stimuler ce système parasympathique, qui est le romarin. Voilà, donc on retombe sur des choses qu'on a déjà vues. Donc on peut très bien faire un combiné, par exemple romarin avec de la fumeterre pour avoir l'action parasympathique qui va stimuler le pancréas. Et puis au cas où, on lève le spasme si jamais il y a un petit spasme, et comme ça on est tranquille. Ouais. Par contre, D'autant que si on, pardon, vas-y. je te coupe 2 secondes, mais en moyen mnémotechnique que j'avais bien retenu pendant la formation, c'était les 3 P, donc le pancréas, le parasympathique et les parotides. Les glandes Mm. parotides vont aussi, donc tu parlais de l'importance de cette mastication, et voilà, et le fait de prendre du romarin va aussi avoir une action sur ces parotides et donc sur cette première étape de mastication, de sécrétion en fait des sucs salivaires. Donc intéressant aussi de retravailler ça. Oui, d'autant que la parotide, c'est un peu le pancréas de la bouche, hein. Donc C'est c'est ça. au niveau exocrine, hein, j'entends, au niveau exocrine, parce qu'il n'y a pas de production d'insuline dans les Ouais. parotides. Donc, faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc, du coup, toujours pour rester dans ces selles molles, mais qui, par exemple, sont vraiment plusieurs fois par jour, hein, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Là, par exemple, on peut se dire que on a un péristaltisme qui est peut-être trop actif. Ouais. On n'a pas le temps de digérer. C'est-à-dire que le pancréas produit bien, voire peut-être même produit beaucoup, mais par contre, c'est tellement actif, actif, actif que bah ça va trop vite, hein. Ouais. La chaîne de production est trop rapide. Et donc là, on va essayer de ralentir ce péristaltisme avec le thym. Ouais. Voilà. Donc on se retrouve là dans trois situations, euh, celle trop dure ou celle trop molle, mais bon, pas trop, enfin fréquence normale, ou celle trop molle avec fréquence élevée, où on peut assez facilement mettre en place pour soi ou pour les autres un traitement à base de phyto qui va donner un effet. Puis après on réévalue. Il y a des Ouais. gens qui vont pas être sensibles aux mêmes plantes. Parfait. Eh ben, écoute, c'est très clair. Est-ce qu'on a des questions? On n'en a pas trop. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu et intéressé, ce petit live sur le microbiote, comment il est intégré avec tout ce système nerveux. Donc, je rappelle que l'Institut d'endobiologie dispense des formations pour les professionnels de santé, qui est honnêtement hyper enrichissante. Et elle propose aussi des formations, même pas pour les professionnels de santé, des beaucoup plus courtes, qui peuvent être intéressantes. Donc, je vous laisse aller sur leur site internet, regarder tout ça. Euh, mais tout est d'extrêmement bonne qualité, donc clairement, je recommande. Avez-vous des petites questions de Merci. dernière minute?
Alors, Roselyne qui demandait, pouvez-vous expliquer le microbiote buccal en 1 minute, Reda, le microbiote buccal? C'est un sujet du bac, ça. Je peux pas avoir 1 minute. Non, je ne peux pas expliquer le microbiote buccal en 1 minute. Je suis désolé, je ne suis pas encore assez performant pour ça, mais dans quelques années peut-être. Roselyne, c'est un des microbiotes en fait, hein, mais qui effectivement participe. Il y a tout le côté anti-plaque dentaire, tartre, tout ça. Enfin, ça participe à toute. Oui, Il y a c'est plein tous de les choses. agents microbiens qui sont dans la bouche et qui adhèrent aux dents et aux muqueuses, qui participent à son équilibre et qui parfois participent à son déséquilibre. Et Mm. quand il y a déséquilibre, eh ben, on vient voir les chirurgiens dentistes, entre autres, mais il y a d'autres façons d'accompagner un petit peu les problèmes bucco-dentaires. Mais c'est majoritairement lié au microbiote buccal déséquilibré. Hein, j'insiste sur la notion de déséquilibre. Très bien. Eh bien, écoute, Reda, est-ce que tu as un petit mot de la fin ou pas? Non, mais écoute, première expérience d'Instagram sous ce format-là, c'est très amusant, très sympa, et puis j'ai pris un grand plaisir à présenter ce sujet qui me passionne avec toi. Et puis merci de cette invitation pour pouvoir parler de l'approche en endobiogénie et de ce qu'elle peut permettre de faire et de voir pour améliorer la santé de tous. Eh bien, super. Écoute, ce fut un plaisir partagé. Reda, passe une bonne soirée. Vous tous, eh Merci. bien, merci d'avoir été présents. Donc, vous retrouverez ce live dans mon feed en replay et aussi sur celui de l'Institut d'endobiogénie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Merci à tous. Salut Reda. Ciao.